Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée à l'inversion locale aux fonctions implicites. Alors, dans ce chapitre, on va beaucoup travailler avec des homéomorphismes, des difféomorphismes, donc je fais quelques rappels. Sur l'homéomorphisme, si E et F sont deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E et F une fonction de U vers F de U que j'appelle V, une partie de l'espace F, on dit que F est un homéomorphisme de U sur V si F est une bijection de U sur V, que F est continu et que F-1 est continu. C'est réciproque. Alors V va être égal à F-1 moins 1 de U. D'accord? Et donc comme F-1 est continu, puisque V c'est F de U, F c'est F-1 moins 1. Et comme F-1 est continu, F-1 moins 1 d'un ouvert est un ouvert. Donc V est un ouvert. Remarque, dire seulement que F est bijective et continue, ça n'implique pas que sa réciproque soit continue. Alors quand on a un intervalle de grand R, un intervalle I de grand R, et que F de I est un intervalle de R, oui, ça implique. Mais c'est faux autrement. Démonstration par un exemple, tout simplement. Si je prends un intervalle, justement, mais là, je ne vais pas arriver dans un intervalle. Là, c'est l'ensemble des complexes de normes, de module 1. Et à θ, je fais correspondre exponentielle Iθ. Donc lui, je peux dire que c'est un ouvert dans l'ensemble lui-même, l'espace topologique 0 de pi, je peux dire qu'il est ouvert puisque c'est tout l'ensemble. Alors, F est bien bijective. Alors ça, on sait que ça, c'est une application qui est bijective, continue. Mais je vais prendre de suite Zn et Un, en fait, il me suffirait de Un. Je peux approcher Zn de 1, donc la limite d'exponentielle In, donc je prends exponentielle In, quand n tend vers plus infini, ça tend vers 1, et f-1 de Zn, évidemment, l'argument c'est 1 sur n, qui tend vers 0. Qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Or ce 0, c'est quoi? C'est bien f-1 de 1, parce que l'image de 0, c'est bien. Bon, donc là, j'ai limite d'f-1 de Zn quand Zn tend vers 1, est égal à f-1 de 1. Mais, si je prends Un égale exponentielle moins I sur n, pardon, là aussi, quand n tend vers plus infini, ça tend vers exponentielle de 0 est égal à 1. Donc Un tend vers 1. Mais f-1 de Un, lui, f-1 de Un, comme l'argument là c'est moins 1 sur n, si je veux qu'il appartienne à 0 de pi, je suis obligé de prendre 2pi moins 1 sur n. Donc c'est 2pi moins 1 sur n. Lui tend vers 2pi. Donc ça veut dire que f-1 de Un, avec Un qui tend pourtant vers 1, eh bien, va être différent de f-1 de 1, puisque je trouve 2pi. Donc, ça veut dire que f-1 n'est pas continu. Rappel, si K est un compact de E égale Rn et que F est une application donc, bijective et continue sur ce compact, alors f de K est un compact de R puissance P, et f-1 est continu. Démonstration, K est un compact et F est continu sur un compact, donc F de K est un compact de R puissance P. Soit F infermé alors de K. Alors, si c'est infermé de K qui est compact, c'est que c'est un compact de K. Donc F de grand F est un compact de RP. Donc il est fermé. D'accord? F-1 moins 1 de F, c'est-à-dire là j'ai infermé. C'est F de F. Et je viens de démontrer que f de f était fermé. Donc l'image réciproque d'un fermé par f-1 est toujours infermée. Donc ça veut dire que f-1 est continu.
Rappel, tout isomorphisme F de R puissance n dans R puissance n est un homéomorphisme. Alors ça, c'est parce que F est linéaire, donc continu, en étant dimension finie, et idem pour la réciproque qui est linéaire, donc continue. Difféomorphisme, donc toujours les mêmes hypothèses, F de U vers V égale F de U, c'est un difféomorphisme si F est un homéomorphisme, et si, en plus, F et F-1 sont différenciables. Alors, si A, supposons qu'on ait ça, si A appartient à U, et que B est égal à F de B appartient à B, alors G est égal à, et que je pose G égale F-1. G rond F, ça va me faire l'identité de U. Et on sait que, puisque F et G sont différenciables, G rond F est différenciable. Alors là, évidemment, hein, on connaît le chapitre sur les fonctions de plusieurs variables et la différenciabilité. Et différentiel de G rond F en A, c'est différentiel de G en F de A, c'est-à-dire en B, rond dF de A. Or, comme G rond F, ça fait l'identité de U, cette différentielle va être égale à la différentielle de l'identité de U, qui est linéaire. Cette différentielle, c'est elle-même. Hein. Et donc, j'obtiens, et j'obtiens que c'est elle-même, c'est-à-dire l'identité de U. Donc j'ai dG de B rond dF de A qui est égal à l'identité de U. Donc dG de B, c'est l'inverse de dF de A. Et dF de A, c'est l'inverse de dG de B. Voilà. On dit que F est un difféomorphisme de classe C1 si F, F-1 sont de classe C1. Donc il faut que ça soit un difféomorphisme. Et que donc, alors F, F-1 de classe C1, ça veut dire que DF et DF-1 sont continus. Donc en fait, c'est un difféomorphisme tel que les différentiels de F et de F-1 sont continus. On dit que l'homéomorphisme F est un difféomorphisme de classe Cn si F et F-1 sont de classe Cn. Alors ça c'est pareil, hein, j'ai étudié tout ça dans le chapitre sur les fonctions de plusieurs variables. Alors un rappel que j'ai d'ailleurs un petit peu utilisé, tout isomorphisme F de Rn vers Rn est un difféomorphisme de classe C infinie. Hein. On a déjà vu que c'était un homéomorphisme, et ce que j'ai oublié de dire là, mais j'en profite pour le dire ici, c'est que comme F est linéaire, dF de A est égal à F, quel que soit A appartenant à E. D'accord? Et donc ça, c'est ça qui permet de démontrer par une récurrence très simple que j'ai faite dans le fameux chapitre, que tout isomorphisme F est un difféomorphisme de classe C infinie. Voilà. Je n'ai pas tout rappelé, hein. Par exemple, je n'ai pas rappelé que la composition de deux difféomorphismes de classe Cn est un difféomorphisme de classe Cn. Rappel de topologie. Dans l'espace E égale R puissance n muni de sa base canonique BE, l'application qui a une matrice d'ordre n associe son déterminant et continu, c'est infini, car le déterminant est un polynôme des coefficients de n. L'application qui a F un endomorphisme F associe son déterminant, qu'on peut aussi écrire déterminant de sa matrice relativement à B, et donc continue, et lui-même c'est infini. En effet, là je l'ai mis qu'à la fin, F appartenant à L de E donne la matrice de F relativement à B, est un isomorphisme. Donc c'est infini. Et sa réciproque, U-1, est aussi un isomorphisme, donc c'est infini. GL de E, ensemble des automorphismes de E, est un ouvert de L de E, car GL de E, c'est l'ensemble des matrices dont le déterminant est différent de 0. Donc c'est déterminant moins 1 de R étoile, et R étoile c'est R moins le fermé 0, donc c'est un ouvert. Et comme déterminant est continu, GL de E est donc un ouvert. De même, GLN de E, ensemble des matrices inversibles de Mn de R, est ouvert.
La fonction qui a A appartenant à GLN de R, donc à une matrice inversible, associe son inverse est continue et c'est infini. En effet, elle est égale, cette matrice inverse, à 1 sur déterminant de A, transposé de la comatrice de A. Et si A est égal à IJ, la comatrice c'est BIJ, avec BIJ égale moins 1 puissance I plus J, CIJ, et CIJ est le déterminant d'ordre n-1 obtenu en supprimant la ligne I et la colonne J. Donc en fait, le CIJ va être une somme de plus ou moins 1 fois des produits de n-1 facteurs parmi les AIJ. Donc ça sera des polynômes. Donc au total, c'est un polynôme. C'est un polynôme des AIJ. Donc il va être continu et même c'est infini. Donc A appartenant à Mn de R donne comme A appartenant à Mn de R, S est infini. De plus, M donne Tm, transposé de M, et continue, et même c'est infini parce que la transposition est linéaire. Enfin, X appartenant à R étoile donne 1 sur X appartenant à R étoile, et c'est infini. Et A appartenant à GLN de R donne déterminant de A appartenant à R étoile, on a vu, et c'est infini. Donc en fait, on compose tout ça ici. D'accord? Donc ça, c'est C infini, enfin comma c'est C infini, transposé c'est infini, ça c'est C infini, et 1 sur, ça va être C infini, et la multiplication, ça nous donne quelque chose de C infini. De même, F, l'application qui a un automorphisme de associe sa réciproque, son inverse, S est infini, bon, pour les mêmes raisons, mais aussi parce que G, si je reprends l'isomorphisme U ici, le G est égal à U rond phi, phi c'est ce que j'avais avant là, rond U, et les trois sont C infini. Conséquence, si j'ai une application A définie sur un ouvert U de Rn à destination de MP de R, qui à X associe AIJ de X, où les AIJ sont des applications de U vers R. Si A est donc continu, c'est seulement si tous les AIJ sont continus, puisque ce sont les coordonnées en fait de la matrice relativement à une base de matrice, à une base de NP de R. Alors, X appartenant à U donne déterminant de A de X appartenant à R et continu, car F est composé de déterminants et de A, qui sont tous les deux continus. Si A est une matrice inversible, d'ordre P, alors X appartenant à U donne A-1 de X appartenant à GL de R va être continu, comme composé de A et de phi qui a M appartenant à GL de GLN associe M-1 appartenant à GLN, qui est continu. D'accord ? A, si A est différentiable, respectivement C1 ou Cn. Alors, dire que A est différentiable, respectivement C1 ou Cn, ça équivaut à dire que tous les AIJ sont différentiables, respectivement C1 ou Cn. M appartenant à Mn de R donne déterminant de M et C infini. Donc, X appartenant à U donne déterminant de A de X est différentiable. Différentiable si A est différentiable. D'accord ? Puisque c'est composé de déterminant et de A. Si A est différentiable, comme l'autre déterminant est C infini, F va être différentiable. Si A est C1, comme déterminant est C infini, F va être C1. Et si A est classe Cn, F va être Cn. Si l'application A, qui a X appartenant à U associé à de X appartenant à GLN de X, est différentiable, respectivement C1, Cn, alors X appartenant à U donne A puissance moins 1 de X est différentiable, respectivement C1, Cn. En effet, F est égal à phi rond A, où A donc est comme ça, et surtout phi est qui a M appartenant à GLN associe M-1 et C infini. Donc composé d'une C infini avec une différentiable, ça donne différentiable, avec un C1 ça donne C1, avec un Cn ça donne Cn. Donc F est de même nature que A. De même, si X appartient à U donne f de X appartenant à F de E, ben, si ça c'est continu, respectivement différentiable C1 ou Cn,
Alors x donne déterminant de f de x et continu respectivement C1 ou Cn. Donc ça, c'est de la même façon, c'est le même raisonnement, on peut aussi utiliser ça. De même, si x appartenant à U donne f de x appartenant à GL de E est continu, respectivement différenciable, C1 ou Cn, alors x appartenant à U donne f-1 de x appartenant à GL de E est continu, respectivement différentiable, C1 ou Cn. On rappelle le théorème du point fixe qui est admis ici, qui est vu en cours de topologie et que j'ai démontré dans une leçon d'analyse. Si ED est un espace métrique complet et que f est une fonction contractante de E vers E, alors contractante, ça veut dire ça, d de distance entre f de x et f de y est inférieure ou égale à k fois distance xy, quel que soit xy appartenant à E2, avec k compris entre 0 et 1, alors f est continu et admet un unique point fixe A, c'est-à-dire f de A égale A. Tout de suite défini par x0 appartenant à E et xn est la relation de récurrence xn plus 1 égale f de xn, quel que soit n appartenant à n, est convergente et sa limite est égale à A. Démonstration, non, on ne le démontre pas celui-là. Alors, ce qu'on va voir maintenant et qu'on va démontrer, c'est une conséquence de ce théorème. Alors, c'est ce qu'on appelle la version continue du théorème du point fixe. Avec grand F fermé de E égale R puissance n. Alors, au passage, comme R puissance n est complet, F qui est fermé va être complet. D'accord? Donc, on va pouvoir appliquer ça. Parce que, évidemment, là, on est dans un EVM, donc c'est aussi un espace métrique. F, on prend une partie A de Rn, petit f défini sur f'(A) à direction de f, uniformément contractante. Alors, uniformément contractante, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un K compris entre 0 et 1, tel que si x, y appartiennent à f et que z appartient à A, norme de f de xy de f de xz moins f de yz est inférieure ou égale à k norme de x moins y. Ça, il faut bien comprendre que c'est la distance entre ces deux points. Alors, quel que soit z appartenant à A, la fonction qui à x appartient à z, donc fonction qui dépend de z, donc je la note gz, associe f de xz à un unique point fixe qui dépend de z, et donc je le note g de z. Et la fonction g de A vers f, donc, qui à z associe g de z, est continue. Démonstration. Donc la distance entre gz de x et gz de y, qui est égale à ça, est inférieure ou égale à ça. Et donc ça veut bien dire que gz est contractante. Et donc comme on vient de dire que f était complet, et que gz là justement il est défini sur grand f, d'après le théorème précédent, gz admet un unique point fixe que j'appelle gz, et donc gz de g de z est égal à g de z, ce qui se traduit par f de g de z, z, parce que ça c'est gz, qui est égal à g de z, quel que soit z appartenant à A. Prenons z0 et z appartenant à A, et j'applique une égalité triangulaire, non, je dis ça, et une fois là, j'applique l'inégalité triangulaire en mettant entre les deux, en intercalant f de gz0, z. Alors maintenant, je veux dire que g de z0, norme de z0, de gz moins gz0, est inférieur ou égal, alors celui-là, je peux dire que c'est k, parce qu'il y a le même z, norme de gz moins gz0, plus l'autre. D'accord? Et donc, en faisant passer celui-là de côté, ça va faire un moins k qui est toujours positif, et en divisant, je vais obtenir que norme de gz moins gz0 est inférieur ou égal à 1 sur 1 moins k, encore une fois c'est positif, norme de f de g de z0 moins f de gz0 z0.
Bon. F est continu en GZ0, Z0. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, tel que la norme de... Si la norme de xz moins, puisque continuité en ce point-là, GZ0, Z0 est inférieur à nu, alors f de xz moins f de ça est inférieur à, et puis là, au lieu d'epsilon, je prends epsilon facteur de 1 moins k. Alors, cette norme-là, c'est la norme sur E croix. Je vais prendre la norme dessus. Alors maintenant, si je choisis z, tel que norme de z moins z0 est inférieure à nu, et que je prends x égale à g de z0, donc je vais avoir ça, qui est égal à ça, par soustraction. Et sa norme de ça, c'est bien norme de z moins z0. Et donc ça, c'est inférieur à nu. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir f de gz0 z moins f de gz0 z0, qui en norme va être inférieur ou égal, va être inférieur à epsilon facteur de 1 moins k. D'accord? Mais j'ai la relation 1 ici. J'ai norme de gz moins gz0 est inférieur ou égal à 1 sur 1 moins k fois ça. Et ce truc-là, c'est justement inférieur à epsilon facteur de 1 moins k. Donc ça va être inférieur à epsilon. C'est-à-dire que quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé nu tel que dès que z, norme de z moins z0 est inférieure à nu, eh bien j'ai ça. Ça veut exactement dire que la fonction g est continue en z0. Alors ça c'est vrai, quel que soit z0 appartenant à A. Donc ça veut dire que la fonction g est continue sur A. C'est exactement ce que je voulais démontrer. Propriété, soit f une fonction d'un ouvert u de e égale r puissance n vers v incluant f égale r puissance p, c'est-à-dire v égale f de u, qui soit un homéomorphisme de u vers v, donc v égale f de u est égal à f moins 1 de v, va être ouvert, puisque f moins 1 est continu. On suppose que f est différenciable en A appartenant à u, et que dfa, donc, qui est une application linéaire de E vers f, est inversible, c'est-à-dire son jacobien est différent de 0. dfa est donc un isomorphisme de E vers f, et donc P est égal à n et f égale E. Alors, f-1 est différenciable en B, égale f de A, et df-1 en B, c'est-à-dire la différentielle de f-1 en B, est égale à l'inverse de la différentielle de f en A. Démonstration, soit k appartenant à moins b plus v, donc b plus k appartient à v, il existe un unique x appartenant à E tel que b plus k est égal à f de x. On pose h égale x moins a, donc ça nous fait que b plus k est égal à, alors b plus k, ça fait f de x, c'est-à-dire f de a plus h. Et donc h est égal à f moins 1 de b plus k, et h, non, h est égal, pardon, h est égal à f moins 1 de b plus k moins a, c'est-à-dire moins f moins 1 de b. Et k, k il est égal à f de a plus h moins b, c'est-à-dire f de a plus h moins f de a. Voilà. Tout ceci étant dit, f différentiable en a, donc pour h appartenant à moins a plus u, f de a plus h est égal à f de a plus dfa en h plus norme de h epsilon de h, où epsilon est continu, défini donc sur moins a plus u, et continu en a et nul en a. Donc k, k qui est égal à f de a plus h moins f de a va être égal à df de a de h plus norme de h epsilon de h. Donc, je lui applique dfa moins 1. dfa moins 1, ça va annuler ça. Donc, ça va faire h plus, et comme df, alors ça fait dfa moins 1 de ça, plus dfa moins ça, parce que dfa moins 1 est une application linéaire de f vers E, donc linéarité, puis je vais pouvoir sortir le norme de h. Donc, ça fait h plus norme de h, dfa moins 1 en epsilon de h. Donc,
f-1 de b plus k moins f-1 de b, qui est égal à h, va être égal à ça moins ça. Donc ça. Donc ça, j'appelle ça 2. Le 1, c'était celle-là. DFA appartient à L de EF et continue, donc borné sur la sphère compacte S. Et les bornes sont atteintes. Donc il existe x0 appartenant à S. Donc norme de x0 est égale à 1. Donc x0 est différent de 0. Tel que si x appartient à S, DFA de x est supérieur, alors c'est la norme ici, est supérieur ou égal à A. Et A, c'est ce que c'est DFA, norme de DFA en x0. D'accord? Le minimum, c'est DFA en x0. Norme de DFA en x0. Alors ça, c'est positif parce que x0 est différent de 0 et que DFA est inversible. Donc DFA de x0 est différent de 0 et donc sa norme aussi. Pour tout h appartenant à E moins 0, on a h sur norme de h qui appartient à S. La norme de ça, c'est norme de h sur norme de h, ça fait 1. Donc DFA, donc norme de DFA en h sur h est supérieure ou égale à A. Donc DFA de h, norme de D, voilà, est supérieure ou égale à A. Et donc j'obtiens ça, qui reste vrai si h égale 0. Donc c'est vrai, quel que soit h appartenant à E. Epsilon est continu en 0. Donc il existe nu positif, tel que, bon, on prend suffisamment petit pour que la boule de centre A de rayon H soit inclue dans U, et tel que pour norme de H inférieure à nu, on est epsilon de H inférieur ou égal à A sur 2, puisque la limite de epsilon de H quand H tend vers 0 est égale à epsilon de 0 qui fait 0. Donc je peux rendre plus petit que ça. Donc si je reprends 1 qui est là, des normes de DFA de H va être inférieure ou égale, je vais passer de l'autre côté et j'applique l'inégalité triangulaire. Ça va être inférieur ou égal à norme de K plus norme de ce truc-là qui est ça. Norme de H inférieure à nu implique que A, alors, oui, ça c'est plus grand que ça. Donc ça, c'est plus petit que ça, c'est plus petit que ça, plus H, et ça, le epsilon de H, A sur 2. Donc j'ai bien ça. Et donc en passant de l'autre côté, ça fait que norme de K est supérieure ou égale à A sur 2 norme de H. Remarquons que si H égale 0, et dire que H est égal à 0, ça équivaut à dire que A plus H égale A, ça équivaut à dire que F de A plus H est égal à F parce que F est un isomorphisme, est une bijection, pardon, ça équivaut à dire que B plus K est égal à B, ça équivaut à dire que K est égal à 0. Donc dire A égale 0, A égale différent de 0, et différent de 0 ou B différent de 0, c'est la même chose. Si H est différent de 0, donc K va être différent de 0, eh bien norme de H inférieure à nu implique ça, je peux diviser, inférieur ou égal à 2 sur A, ça j'inverse juste, je ne sais plus où c'est, mais j'inverse ça. C'est ici, d'accord? J'inverse ça, ça me fait ça. Et donc, soit B, alors, soit B égale la norme de DFA moins 1. DFA, c'est une application linéaire, c'est un isomorphisme, donc sa réciproque est aussi un isomorphisme. Donc elle a une norme qui est strictement positive parce que, comme DFA est un isomorphisme, DFA moins 1 est aussi un isomorphisme, donc inversé. Donc, norme de DFA moins 1 en H est inférieure ou égale à BH, B norme de H, quel que soit H appartenant à E. Donc du coup, si j'applique 2 maintenant, 2 c'était ça, je vais pouvoir dire, en faisant passer ça de l'autre côté, en divisant par norme de H, et en prenant la norme, que c'est égal à norme de H sur norme de K, norme de ce truc-là. D'accord? Et comme ce norme de ce truc-là, c'est inférieur ou égal à B norme de epsilon de H, je vais avoir ça, et ça, comme ça tend vers 0 quand H tend vers 0. J'en déduis donc que ça tend vers 0 quand H tend vers 0, et donc que F-1 est différenciable en blé. Pourquoi? Parce que ce truc-là, DFA-1, c'est une application linéaire qui s'applique à K. Et donc, la différentielle de F-1 en B va être égale à l'inverse de la différentielle de F en A. Et c'est terminé. Si B est un homéomorphisme de U vers V différenciable sur U, donc en tout point A, et que DFA est toujours inversible, quel que soit A appartenant à U, j'applique ça, et j'en déduis que F-1 est différenciable sur V, et qu'en tout point Y de V,
df-1 de y, c'est la formule que je viens de voir ici, est égal à l'inverse de df en x, hein, donc quel que soit y appartenant à v, en posant x égale f-1 de y. On complète ce résultat, donc f est une fonction de l'ouvert u de e égale r puissance n vers v égale f de u inclus dans r puissance n, et on suppose que c'est un homéomorphisme. Donc, comme v est égal à f de u, c'est f moins 1 moins 1 de u, que u est ouvert et que f moins 1 est continu, on en déduit au passage, mais je l'avais dit, que v est ouvert. On suppose que f est différenciable, que df de x est toujours inversible, et on sait que f moins 1 est différenciable, et qu'on a cette relation. Ça, on l'a démontré. Ce qu'on va démontrer, c'est ça. Si f est de classe C1, respectivement Cn, alors f moins 1 est C1, respectivement Cn, et f est donc un C1 difféomorphisme, respectivement un Cn difféomorphisme. Là, nos hypothèses, c'est que dans ce sens-là, on est de classe Cn. D'accord ? Soit G est égal à f moins 1. Cette formule, si je remplace x ici par f moins 1 de y, j'obtiens que l'on fait successivement f moins 1 df et phi, avec phi qui est l'inversion d'Angèle dont on sait qu'elle est C infini. Donc on a dg égale phi rond df rond f moins 1. F est un homéomorphisme, donc f moins 1 est continu, f est de classe C1, donc df est continu, et puis phi, lui, il est C infini. Donc on voit que dg est continu, donc g, qui est f moins 1, est de classe C1, puisque dg est continu, g est classe C1. Autre démonstration relativement à une base canonique BE de E, on considère la matrice jacobienne de f en x, qui est égale à ça, et qui appartient à GLN parce que df de x est inversible. F est de classe C1, donc les d rond fi sur d rond xj sont continus, et donc l'application qui a x fait correspondre à la matrice AX est continue. Donc l'application H qui a x appartenant à U fait correspondre son inverse et continue aussi parce que H va être égal à phi rond A, où phi c'est le pendant de somme avec les matrices, c'est-à-dire c'est l'inversion de la matrice. Donc lui aussi c'est infini. D'accord? Donc c'est infini rond A qui est continu, donc ça donne bien continu. Quel que soit y appartenant à V, dg de y est égal à ça. Hein. Donc jg de y est égal à l'inverse de jf de x, c'est-à-dire a de x moins 1, c'est-à-dire h de x. C'est-à-dire h en fait, jg de y, c'est h en f moins 1 de y. Voilà. Donc, l'application qui a y appartenant à v a ceci jg de y, comme jg c'est h rond f moins 1, elle va être continue parce que h est continu, puisqu'on l'avait démontré avant, que h est continu et que f moins 1 est continu. Donc y appartenant à v donne df moins 1 est continu, ce qui veut bien dire que f moins 1 est de classe C1. Bon, c'est à peu près la même démonstration qu'avant, sauf qu'on a utilisé la matrice. Et cette matrice va nous servir pour la suite. Si f est de classe C1 maintenant, donc on vient de voir que f moins 1 est de classe C1. Donc ça veut dire que P de n est vrai à l'ordre n égale 1, où je prends P de n qui me dit que si f est de classe Cn, alors f moins 1 est de classe Cn. Donc on vient de voir que c'était vrai à l'ordre 1. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n. Et considérons une fonction qui est un homéomorphisme, qui est différentiable sur u, quel que soit x, df de x est inversible, et montrons que f moins 1 est de classe Cn plus 1. F est de classe Cn. Ah oui, puisqu'il est de classe Cn plus 1, donc il est de classe Cn. Donc G égale f moins 1, on vient de le voir, est alors de classe Cn. Reprenons jg de y égale h rond f moins 1 de y, qu'on a vu avant. X appartenant à u donne a de x égale jf de x égale ça.
appartenant à GLN de R est Cn. Alors il est Cn pourquoi? Parce que f est Cn plus 1, donc ça va être de classe Cn. D'accord? Donc comme chaque coefficient de classe Cn, a de x, la fonction a, va être de classe Cn. Alors la fonction h, qui a x appartenant à u, a ceci l'inverse. Bon, eh bien elle va être aussi de classe Cn parce que h est égal à phi rond a, et phi, c'est celle qui inverse les matrices, et c'est infini. Alors maintenant, je vais dire que JG, c'est le h que j'ai pris avant, mais le h que j'ai pris avant en x égale f moins 1 de y. JG égale h rond f moins 1, d'accord? C'est ce que j'avais ici. Voilà. Donc, comme ça, comme h, on vient de voir, est de classe Cn. f moins 1, on l'a démontré avant, f moins 1 est de classe Cn parce que ça venait de f et Cn, donc ça c'est de classe Cn. Donc la composée des deux est de classe Cn, d'accord? Donc Jg de y égale, alors Jg de y c'est la matrice de dg de y pour y appartenant à v. On vient de voir que Jg de y est de classe Cn, donc dg de y, donc u donne dg, est de classe Cn. Ce qui veut dire que g est de classe Cn plus 1. Donc la propriété est vraie alors n plus 1, et par le théorème de récurrence, on en déduit qu'elle est toujours vraie. D'où on déduit évidemment que si... oui, alors de ça, il ressort que si f est de classe Cn, alors f est un Cn difféomorphisme. Théorème d'inversion locale, f est une fonction de l'ouvert u de Rn vers Rn de classe C1, A appartient à u. Si df de A est inversible, alors il existe un voisinage grand V de A dans U, tel que la restriction de f à grand V réalise un homéomorphisme de grand V vers f de V. Soit y appartenant à E et psi y, la fonction qui a x appartenant à U, associe x moins l'inverse de la différentielle de f en A qu'on applique à f de x moins y. Donc ça donne un élément de E, bien sûr. Je pose L égale dfa moins 1. Alors, qui appartient à GL de E parce que dfa est inversible. Si y de x est égal donc à x moins L rond f de x moins L plus L de y, parce que L est une application linéaire. Donc si de y est différenciable sur u, car x donne l'identité est différenciable, f est différenciable, et puis L c'est infini, donc différenciable sans problème. L est une application linéaire. dl de x, on sait, est égal à L, quel que soit x appartenant à L. d de psi y de x est donc égal à, alors la différentielle de x, c'est l'identité, moins dl en f de x rond df de x, plus, ça c'est une constante, donc c'est 0, mais dl c'est L, d'accord? Donc ça fait identité moins L appliqué à df de x, donc ça fait identité moins L rond. Alors, si je l'applique en A, ça fait donc d psi y en A, qui va être égal à l'identité moins L rond dfa, d'accord? Mais comme L, c'est l'inverse de dfa, ça fait identité moins identité égale 0. d psi y en x est égal à identité moins L rond dfy. Bon, ça implique que d psi y est continu, parce que l'identité L et puis df le sont. Donc, d psi y est continu en A. Donc, il existe R positif, tel que la boule fermée de centre A et de rayon R soit inclus dans l'ouvert U, et tel que x appartenant à V bar implique que norme de d psi y de x moins d psi y de A, qui vaut 0, soit inférieur ou égal à 1,5, donc on a ça. Et ça, c'est vrai quel que soit y appartenant à Rn, parce que l'égalité 1 ici montre que psi y d psi y est indépendant de y. On va montrer que psi y a un point fixe, soit y appartenant à E, xa, x2 appartenant à V bar. L'inégalité des accroissements finis avec psi y de classe C1, car d psi y est continu,
Ça implique que psi y en x2 moins psi y en x1 en norme est inférieur ou égal à 1/2 de ça, puisque ça, c'est vrai, quel que soit x appartenant à b bar. Donc, psi y va être contractante sur b bar. L égale df(-1) appartient à GL de E. On sait que c'est donc continu en f de A, donc il existe delta supérieur à 0, tel que pour y appartenant à b bar, alors centré en f de A et de rayon delta, on a alors L de y moins L de f de A en norme qui est inférieur ou égal à R sur 2. Si je prends maintenant x, y, x appartenant à ça, y appartenant à ça, si y de x moins A va être inférieur ou égal à ça c'est une inégalité triangulaire, d'accord? Comme XA appartient à B bar AR, donc on peut lui appliquer ça, puisque ça c'était vrai quel que soit X1 X2 appartenant à B bar. Donc ici, comme XA appartient à B bar, psi de Y en X moins psi de Y en A en norme est inférieur ou égal à X, norme de X moins A sur 2, et norme de X moins A c'est inférieur ou égal à R, donc ça fait inférieur ou égal à R sur 2. Psi de Y moins psi Y de A moins A, ça fait, alors je remplace, ça fait A moins L rond F de A plus L de A, plus L de Y, pardon, moins A, donc les A s'en vont, donc ça fait ça. Et ça, je sais que c'est inférieur ou égal à R sur 2. Donc ça, c'est inférieur à R sur 2, ça aussi, d'où j'obtiens que norme de psi de Y de X moins A est inférieur ou égal à R, ce qui veut dire que psi Y de X appartient à B bar AR, quel que soit XY appartenant à B bar AR croix B bar en F de A delta. Soit U, donc, l'application de B bar AR croix B bar en F de A delta vers B bar AR, puisqu'on sait maintenant qu'on arrive dans B bar AR, qui à XY fait correspondre psi de Y de X, c'est-à-dire ça. D'accord? Allez, continue en XY, parce que XY donne X est continu, que XY donne Y est continu, que L est continu sur E croix E, et puis c'est tout. Voilà. Que L est continu, je veux dire, sur E. Donc, sur E. Donc, ça veut dire que L et F sont, oui, car on a donc X, ça et ça qui sont continus. Voilà, je me suis mal expliqué. Alors, si je prends X1, X2 appartenant à B bar centré en A et B bar centré en A, tous les deux, les mêmes, et que je prends Y appartenant à cette boule fermée, U de X de Y moins U de X1 Y va être égal à ça, inférieur ou égal à ça, uniformément contractante. Donc, U est continue, uniformément contractante sur ça, à valeur dans ça, et ça c'est infirmé. Donc je peux appliquer le théorème du point fixe dans sa version continue, et dire que quel que soit Y appartenant à B bar, quel que soit Y appartenant à ici, eh bien, l'application qui à X fait correspondre U de XY égale psi de Y de X à un unique élément fixe noté G de Y. Ce qui me permet de définir l'application G de W égale B bar, donc centré en F de A, vers V égale G de W, d'accord? Qui est un de G de W, oui, voilà. Alors, et en plus, ce théorème du point fixe me dit que la fonction G, là, elle est continue. Si je prends Y appartenant à W, G de Y est égal à psi Y en G de Y. Alors, ça, c'est parce que c'est un point fixe. Le point fixe, ça veut dire que psi Y en G de Y est égal à G de Y. Donc c'est bien ça. Donc ça veut dire que GY égale, et là, psi Y, je reprends ça, est égal à G de Y moins L rond F en G de Y plus L de Y. Donc ça fait L rond F de G de Y égale Y, L de Y. Donc comme L est un isomorphisme,
f rongé de y est égal à y. Donc si je prends g de y égale g de y', tous les deux dans W, ça fait f rongé de y égale f rongé de y', donc y égale y', donc g est injectif. Donc réalise une bijection de W sur V, soit f de V, la restriction de f à V. Hein. Voilà le dessin en fait, hein, d'accord? Alors quel que soit y appartenant à f de W, f rongé de y est égal à y montre que comme g de y appartient à V, ça veut dire que g est ça veut dire que f de V est surjective, hein, puisque si je prends y, c'est le f de quelque chose. Voilà. Donc ça veut bien dire que f est surjective, fv est surjective, et de plus comme fv rongé est égal à l'identité sur W, eh bien elle est injective. Donc elle est bijective. Donc f en fait, elle est bijective, et puis d'autre part je sais que g égale f-1, là je ne sais plus où c'était, g était, enfin j'avais démontré que g était continu. Donc ça veut dire que puisque g c'est la réciproque de f de v, hein, son réciproque, puisque là c'est des bijections en fait, hein, d'accord? Donc g est égal à la réciproque de f de v, j'ai montré qu'elle était continue. Donc ça veut dire que f-1 est continu sur v. Voilà. Donc en fait je viens de démontrer quoi? Je viens de démontrer que f réalise une bijection de v vers w. Alors évidemment, f est de classe C1, comme je l'avais dit au départ, mais et sa réciproque, qui est donc f-1, hein, puisqu'elle est inversible là entre les deux, et je viens de voir que f-1 est aussi continu. Donc f réalise un homéomorphisme de v sur w, et c'est exactement ce que je voulais. On va apporter une petite amélioration au théorème d'inversion locale, donc toujours f de u vers Rn de classe CK, tel que dfa est inversible pour A appartenant à U. Alors il existe un voisinage V de A sur lequel la restriction de f réalise un CK difféomorphisme. Donc c'est un peu mieux qu'avant. On sait déjà que f réalise un homéomorphisme sur un voisinage de A, et donc aussi sur une boule B qui est inclus dans ce voisinage de A, et aussi donc dans E. df est continu sur U, et dfa est inversible relativement à la base canonique BE de E. La matrice jacobienne, c'est celle des dérons FI sur dérons XJ en X, et comme f est de classe CK, ça c'est de classe CK. Et on sait que le déterminant, le jacobien en fait, de f en A est différent de 0. L'application qui a x appartenant à U associe justement le jacobien de f en x est continu, car le déterminant est C infini, hein, et que JF de x est continu. Donc il existe une boule AR qu'on peut choisir R inférieur à R0, telle que pour x appartenant à B à R, on est ça, puisque ça c'est différent de 0. Et donc on a facilement par l'inégalité triangulaire, on obtient que dx est supérieur ou égal à la valeur absolue de dA sur 2, donc toujours positif sur BAR. Donc dfx est inversible sur BAR, et comme on a pris R inférieur à R0, f est un homéomorphisme sur BAR, et df de x du coup est inversible sur BAR. De plus, f est de classe CK sur BAR. Donc avec toutes ces hypothèses, on a déjà vu que f était automatiquement un CK difféomorphisme sur BAR, c'est-à-dire que f-1 était aussi de classe CK. Remarque, si f, toujours défini sur l'ouvert U de Rn, à direction de f égale Rn1, est un difféomorphisme, donc bijection, f et f-1 différenciables, alors df de x est inversible quel que soit x appartenant à U. Donc, si f est de classe C1, f-1 va l'être, et f va être un C1
difféomorphisme. Et si f est de classe CK, f-1 va l'être et sera un CK difféomorphisme. Démonstration, je pose G égale f-1, j'ai f rangé de x qui est égal à l'identité sur V. Alors V étant égal à f de u, c'est un ouvert aussi. Et ça, c'est vrai, quel que soit x appartenant à V. Et f et g sont différenciables, donc je différencie ça. Ça fait d de f en g de x rond dg de x est égal à la différentielle de l'identité qui est identité, quel que soit x appartenant à V. Donc l'endomorphisme dg de x est inversible, et son inverse, c'est pas une surprise, df en g de x. Donc, comme df de x est inversible, quel que soit x appartenant à lui, on applique tous les résultats qu'on avait trouvés avant, c'est-à-dire que si f est de classe C1, f-1 est de classe C1, et f est un C1 difféo, et si f est de classe CK, alors f-1 aussi, et f est donc un CK difféomorphisme. Nous voyons maintenant le théorème des fonctions implicites dans le cas où f est défini sur un ouvert de R au carré. À direction de R, f est de classe CK, K supérieur ou égal à 1, et AB appartient à cet ouvert. On suppose que f de AB est égal à 0 et que d rond f sur d rond y en AB est différent de 0. Alors il existe deux voisinages VW de A et de B, et une fonction phi de V vers W, de classe CK, tel que V croix W d'abord soit inclus dans U, et tel que quel que soit XY appartenant à V croix W, f de XY est égal à 0 si et seulement si Y est égal à phi de X. Donc ça permet de résoudre cette équation. De plus, on peut choisir V et W, tel que d rond f sur d rond Y ne s'annule pas sur V croix W. Et alors, on a cette formule qui s'obtient, on verra, assez facilement en dérivant f de x phi de x est égal à 0, quel que soit x. Démonstration. On considère la fonction g qui a xy appartenant à u, donc ouvert de départ, à ceci x f de xy appartenant à R2. Elle est de classe CK parce que la première projection est C infini, c'est une application linéaire, et puis f lui aussi est de classe CK. Donc les deux coordonnées sont de classe CK, donc c'est de classe CK. On peut s'intéresser à la matrice jacobienne et à son déterminant, et on voit qu'il est égal à d rond f sur d rond y en xy, donc qu'il est non nul en AB. D'après le théorème d'inversion locale, comme justement la différentielle en AB est différente de 0, autrement, est donc inversible, la différentielle en AB est inversible, et comme on a affaire à une fonction de classe CK, eh bien, d'après le théorème d'inversion locale, il existe un voisinage V' croix W de AB dans U, sur lequel G réalise un CK difféomorphisme de V' croix W vers G vers son image, c'est-à-dire G de V' croix W, qui au passage est ouvert parce que ça c'est ouvert, et que G est un difféomorphisme, donc G-1 est continu. Alors, si on prend... alors évidemment, AB appartient à V' croix W, et f de AB est égal à 0. Donc G de AB est égal à A0. Donc A0 appartient à l'ouvert G de V' croix W. Donc il existe des voisinages ouverts, V et W1, de A et de 0, tels que V croix W1 soit inclus dans G de V' croix W. On a donc, puisque 0 est inclus dans W1, V croix 0 qui est inclus dans G de V' croix W. Soit X appartenant à V. Alors X0 appartient donc à ça, donc il appartient à G de V' croix W. Donc c'est l'image d'un élément par G. Donc c'est un G de alpha Y, où alpha Y appartient à V' croix W. Mais
G de alpha y, c'est alpha f de alpha y. Donc ça veut dire que x doit être égal à alpha et que f de alpha y, donc f de xy, doit être égal à 0. Y est unique, sinon on aurait x0 égale g de xy est égal à g de xy prime, hein, puisque... Et donc ça nous ferait... oui, parce que le alpha en question, c'est forcément x. Hein. Donc ça nous ferait que y serait égal à y prime, parce que g est injective. Hein. Alors g est injective parce que c'est un difféomorphisme, hein, sur v croix w. On note phi égale, on note y égale phi de x. C'est-à-dire que y, on le note phi de x puisqu'il est unique, donc il dépend de x. Et on définit ainsi une fonction phi sur v, donc qui a x appartenant à v, fait correspondre phi de x. Voilà, y lui appartient à w, hein, donc c'est ça. Donc on a x0 qui est égal à g, enfin la restriction de g à v croix w, en x phi de x. Donc x phi de x, puisque ça c'est injectif, puisque ça c'est bijectif, on prend la réciproque, et ça va être égal à g-1 de v croix w. Alors ça c'est la réciproque sur g défini sur ça. Voilà. Donc x phi de x est égal, enfin même défini, c'est la réciproque de la restriction de g à v croix w. Voilà, qui est injectif. Donc ça me fait ça, mais ça veut donc dire que phi de x, qui est la deuxième projection, donc qui est égal à pi y rond ce truc-là, c'est-à-dire rond g-1 de x0, bah, comme ça c'est c infini et puis que ça c'est ck, phi va être de classe ck. De plus, on a ça qui est égal à 0, quel que soit x appartenant à v. Voilà. Alors la fonction u qui a x appartient à v a ceci f de x phi de x appartenant à r, elle est de classe ck. Donc on peut, parce que phi est de classe ck et puis que f au départ était ck, donc elle est dérivable. Et comme on a u de x égale 0, quel que soit x appartenant à v, on a u' de x qui va être égal à 0, quel que soit x appartenant à v, donc je dérive. Ça fait d rond f sur d rond x en x phi de x plus, et là je dérive, phi' de x d rond f sur d rond y en x phi de x est égal à 0. Alors évidemment, pour isoler phi' de x, il faut diviser par d rond f sur d rond y qui peut être nul. Donc là, on dit la chose suivante. D rond f sur d rond y est continu sur v croix w. La continuité en AB avec d rond f sur d rond y AB différent de 0 donne qu'il existe V1, W1, voisinage de A et de B, inclus dans, on peut choisir inclus dans V croix W, tel que X appartient à V1 croix W1, implique que eh bien, ça c'est inférieur à ça, c'est le epsilon si vous voulez. Donc, j'obtiens ça. D'accord, il suffit de prendre l'inégalité triangulaire et dire que norme de d rond f sur d rond y en AB est inférieure ou égale à celle-là, plus norme de d rond f sur d rond y en xy. Bref, c'est très facile, c'est classique. Et donc ça me fait que, puisque ça c'est strictement positif, ça fait que ça va être différent de 0. Ça va être différent de 0. D'accord? Donc là, une petite parenthèse. En fait, ce truc-là, c'est voisinage V1, W1. On pouvait les choisir dès le départ. Et à ce moment-là, quand on a choisi V' et W, on pouvait imposer V' inclus dans V1 et W inclus dans V1. D'accord? Voilà. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on a des ronds F sur des ronds Y en x phi de x qui est différent de 0, quel que soit x appartenant à V, puisque V est inclus dans V1. D'accord? Car phi de x est inclus dans W, qui lui-même est inclus dans W1. Donc à ce moment-là, je peux diviser par ça, donc ça me fait phi', je renvoie ça de l'autre côté, donc ça fait phi' de x égale moins d rond f sur d rond x divisé par d rond f sur d rond y.